Il n'y a pas de De Gaulle, il n'y aura pas de De Gaulle au Liban, il n'y aura pas de sauveur. Tout simplement, c'est un pays en ruine. Jacques Neria, bonjour, Boker Tov. Bon, bonjour à tout le monde. Avant de parler de l'impact et des répercussions de l'explosion d'avant-hier à Beyrouth, on va dire sur ce qui se passe dans la région, ce qui se passe le long de la frontière entre Israël et le Liban, tout d'abord une première question qui se rapporte à l'aspect humanitaire. Les gestes qui ont été faits par Israël ces dernières 24 heures, cet allumage, on va dire, de la façade de la municipalité de Tel Aviv par le maire Ron Huldaï aux couleurs du drapeau libanais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Vous pensez que c'est quelque chose de naturel, que ça s'inscrit dans l'ordre des choses, en dépit du fait que le Liban est toujours un pays ennemi et que le Hezbollah le dirige? Non seulement ça, nous avons un compte de sang entre nous, le Liban, où des dizaines, des centaines de soldats israéliens sont morts à cause de la guerre du Liban, mais je dirais que c'est un sursaut d'humanité qui se passe ici. Je suis moi-même surpris là, par l'intensité de cette identification avec la catastrophe qui s'est passée au Liban. C'est au-delà, je dirais, des frontières. Il y a du coup, les Israéliens ont besoin, je dirais, d'exprimer une compassion, une certaine solidarité humaine qui n'a rien à voir naturellement ici. L'ennemi est toujours Hezbollah, c'est pas le peuple libanais, certainement pas. Et le fait d'arborer le drapeau libanais, c'est un symbole. Je ne vois pas naturellement, c'est un peu bizarre, mais je dirais, je vois par exemple un ami à moi, un ami intime à moi, qui est le directeur général d'une société qui s'appelle ISL, qui gère le port autonome de Haïfa, a proposé hier, c'est Shlomi Fogen, c'est un ami à moi, il a proposé d'envoyer des médicaments, de la nourriture, des matériaux pour la reconstruction, et puis il attend tout simplement que quelqu'un frappe à la porte, dise écoutez, nous sommes là, et qu'on puisse faire passer tout ce matériel-là par Rosh Hashanah. Donc, je dirais qu'il y a un sursaut de solidarité qui est très spécifique aux Israéliens. Au-delà, je dirais donc de cette ennemité, de cette hostilité entre nous et le Liban, il y a le caractère humain, la fraternité entre les hommes, et c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'un de tels gestes, de telles initiatives peuvent avoir un impact quelque part auprès ou de la population ou même des dirigeants libanais? Malheureusement pour les dirigeants, hier j'en ai eu déjà la preuve, les dirigeants libanais, surtout ceux qui sont alliés au Hezbollah, leur ardeur contre Israël et leur hostilité, je dirais la haine qu'ils éprouvent contre Israël n'a pas changé. Ils sont naturellement ceux qui pèsent le plus sur le système politique libanais, et ce sont ceux qui naturellement vont interdire tout contact avec les Israéliens. De notre côté, la population libanaise, je dirais, celle qui est touchée, celle qui n'a pas de moyen de récupérer, essaiera sans doute indépendamment de trouver un moyen, de se faire traiter en Israël, à la frontière, du côté de Rosh Hashanah ou du côté de la porte de Fatma à l'est, ou bien dans un pays tiers, peut-être Rachid même, parce que les Libanais comprennent très bien que Hezbollah et ses alliés ont un intérêt très vite de ne pas laisser, je dirais, le pouvoir filer entre leurs doigts. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Alors justement, essayons d'être concrets. Quelles peuvent être les répercussions de ce drame sur le poids du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah est certes affaibli, mais définitivement affaibli? Vous avez le sentiment que c'est une passe difficile pour le mouvement, ou alors finalement il est sur la pente descendante? Aujourd'hui, écoutez, c'est un kit ou double pour le Hezbollah. C'est tout simplement, il est occupé à consolider ses positions parce que déjà, il était sous attaque depuis octobre, montré du doigt par la population libanaise, la tension, la colère des Libanais contre Hezbollah et ses agissements, le fait que Hezbollah n'est plus ce qu'il prône être une résistance libanaise, mais c'est un mercenaire à la merci et au service des Iraniens en Syrie, en Irak, au Yémen. Quelle sorte de résistance libanaise qui est en train
de se battre sur les collines du Golan en Syrie, en Irak, et contre les Kurdes, enfin là où les Iraniens ont besoin d'eux, ils sont là. Donc de ce point de vue-là, il y a une critique très amère contre Hezbollah. Et le fait que le gouvernement choisi par Hezbollah depuis janvier 2020, c'est un gouvernement inapte à faire quoi que ce soit. Il est impossible de faire aucune réforme au Liban à cause de Hezbollah. Le Fonds monétaire international avait proposé un prêt de 10 milliards de dollars pour essayer de relever l'économie libanaise, mais à condition naturellement que Hezbollah cesse d'être le contrôleur des frontières. C'est lui qui est le responsable sécuritaire du port de Beyrouth, c'est lui qui est le responsable sécuritaire de l'aéroport de Khalde et des 120 passages frontaliers entre le Liban et la Syrie. Et c'est la principale source de revenus de Hezbollah. Donc cette espèce de commerce entre le Liban et la Syrie qui est géré par Hezbollah, les revenus du port de Beyrouth, et donc aujourd'hui, ce qui mettra en doute, je dirais, l'emprise de Hezbollah, c'est l'enquête. Si c'est une enquête objective qui va se passer, parce qu'il est de plus en plus certain que le dépôt numéro 12 au port de Beyrouth était un dépôt qui était destiné aux armes, aux munitions et aux explosifs de Hezbollah. Mais on a du mal à comprendre. Si le Hezbollah est si puissant que cela, s'il continue de bénéficier du soutien et financier et on va dire sécuritaire, en tout cas au niveau de l'acheminement d'armes sophistiquées de l'Iran, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que le Liban est condamné à vivre sous le joug du Hezbollah, ou alors il y a une possibilité d'un réveil, on va dire, des chrétiens libanais, d'autres ethnies qui sont, on va dire, sous le joug du mouvement chiite? Est-ce qu'il y a un réveil possible? Est-ce que les puissances internationales, la communauté internationale peut susciter un tel réveil en encourageant, par exemple, à l'aide de la création d'un fonds d'urgence international, le sauvetage de ce pays? Ne vous trompez pas, Hezbollah, depuis 1982 et surtout depuis 2006, la deuxième guerre du Liban, n'a fait que se fortifier et grandir. Ces éléments sont beaucoup plus nombreux que ceux de l'armée libanaise. Ils sont mieux armés, ils sont mieux entraînés, ils sont mieux payés. Donc, et la preuve, c'est en 2008, il a fallu 3 jours pour Hezbollah à cause d'une altercation dans la rue de tout simplement prendre Beyrouth sous son contrôle, complètement tout Beyrouth en 3 jours. Donc c'est une force militaire qui n'est pas négligeable et qui est difficile à contrôler. Donc ce qui fait qu'il y a ici une condamnation presque à mort, je dirais, du système libanais, et de plus en plus on verra un effritement. Il est fort probable que finalement ce qui va se passer, ça sera le cantonnement du Liban, le canton chrétien, le canton sunnite, et puis à Beyrouth, ça sera de nouveau la ligne de démarcation, et les chiites pourront sans doute continuer à vivre et à survivre, je dirais, au sud de Beyrouth. Donc, vous ne voyez pas un cas de figure où le Hezbollah peut être affecté à long terme Il n'y a pas de Gaulle, il n'y aura pas de Gaulle au Liban, il n'y aura pas de sauveur, tout simplement, c'est un pays en ruine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, déjà il y a 3 jours de ça, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a démissionné, qui dit c'est un pays qui est tout simplement en déchirement, en effritement. Alors, le long de la frontière, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe à Beyrouth, le long de la frontière israélo-libanaise, on attendait une réaction du Hezbollah justement ces derniers jours, après ce qui s'est passé il y a environ une dizaine de jours, et la mort d'un officier subalterne du mouvement. Vous pensez que dans la conjoncture actuelle, un tel scénario, une telle attaque du Hezbollah n'est pas à l'ordre du jour, n'est plus à l'ordre du jour? Je pense que c'est très improbable. Je pense qu'aujourd'hui, Hezbollah a d'autres chats à fouetter. Et donc la scène domestique est la scène la plus importante pour lui. La consolidation de ce qu'il a à Beyrouth est très importante pour la survie de cette organisation. Donc ce qui fait pour l'instant, c'est partie remise entre nous et Hezbollah. Je ne pense pas que Hezbollah aujourd'hui aurait l'idée de provoquer Israël, parce que déjà de ce point de vue-là, je pense la possibilité d'une confrontation militaire imminente entre nous et Hezbollah a diminué. L'autre possibilité, vu le désastre horrible qui s'est passé au Liban, les menaces israéliennes d'attaquer les infrastructures libanaises,
ça aussi, ça devrait être mis de côté parce que dans ce cadre, dans le cadre d'une catastrophe de telle envergure, je pense ajouter de l'huile sur le feu, ça ne serait pas exactement, je dirais, la formule qui aiderait Israël dans l'opinion mondiale. Juste une question à propos de cette attente de ces derniers jours qui est quand même un peu surprenante. On a beaucoup parlé, on a souvent parlé ces dernières années de la force de dissuasion de Tsahal qui est intacte, qui est restée intacte le long de la frontière entre Israël et le Liban, que Hassan Nasrallah a bien compris la leçon de 2006. Mais tout de même, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation dans laquelle l'armée israélienne attend poliment, on va dire que le Hezbollah daigne bien attaquer et lancer une opération, elle ne me remet pas en cause, à votre avis, la force de dissuasion de l'armée israélienne? Écoutez, personnellement, je pense qu'une erreur énorme, stratégique a été faite par les différents gouvernements israéliens depuis 2006. D'avoir laissé Hezbollah grandir comme il a grandi au Liban, n'avoir pas attaqué Hezbollah au Liban par choix, et non pas c'était une erreur stratégique énorme. Le fait est là, c'est que ce petit élément a grandi comme un monstre avec 150 000 missiles, certains d'entre eux qui sont capables d'atteindre des cibles très précises en Israël. Donc, il est capable de nous envoyer 1500 missiles par jour sur Israël. Et ne vous trompez pas, les explosifs qui étaient dans le port de Beyrouth étaient destinés à Israël et non pas destinés à d'autres éléments. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, il y a eu une erreur énorme. Et malheureusement, comme vous le dites, il y a aujourd'hui une espèce de balance de dissuasion entre nous et Hezbollah. Et c'est malheureux. Mais de l'autre côté, Hezbollah regarde très bien de ce qui se passe en Syrie, regarde les attaques perpétrées par Israël sur des objectifs iraniens, pro-iraniens, milices, pas milices, l'armée syrienne, et voit la capacité de l'armée israélienne de faire ce qu'elle veut. Donc ce n'est pas un Roquefort de syrien, c'est un gruyère, c'est un emmental qui est sur place où Israël fait ses entrées et sorties sans que quelqu'un puisse la gêner. Donc de ce point de vue-là, je pense que Hezbollah a les yeux aussi rivés du côté de la Syrie. Il comprend très bien l'ampleur et la puissance de ça. Et de ce point de vue, la frontière qui est la plus menaçante, à votre avis, c'est celle de la Syrie, le plateau du Golan, ou alors c'est plutôt la frontière israélo-libanaise? Écoutez, aujourd'hui, le principal effort est d'empêcher la consolidation des positions iraniennes et des milices pro-iraniennes au Golan. C'est ce qu'il y a de plus important pour Israël, parce que pour le Liban, je dirais, quoique les combats seraient, je dirais, assez meurtriers entre eux et Hezbollah, mais on sait très bien comment ça va se passer. Déjà, dans les premiers jours d'une confrontation militaire, on verra des parachutistes israéliens bien loin de nos frontières. Et cela, Hezbollah le sait très bien. Pour revenir à ce qui s'est passé avant-hier, vous ne voyez pas, vous, Jacques Thérien, une option d'une sorte de mobilisation de la communauté internationale pour sauver un pays qui, jusqu'à présent, on le savait, était dans la crise. Quelle mobilisation? Le président Macron vient de déclarer même qu'il ne nuirait pas à Hezbollah. Donc, c'est en quelque sorte essayer de sécuriser son voyage au Liban. Qu'est-ce que la France a à offrir au Liban? Les Libanais veulent surtout un financement, de l'argent. Est-ce que la France a de l'argent? Non. Je ne parlais pas obligatoirement de la France, mais des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, qui pourraient avoir un intérêt justement à affaiblir la présence iranienne dans cette région. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est une enquête internationale ou une enquête indépendante de ce qui s'est passé à Beyrouth. Et s'il est prouvé, ce que, à mon avis, à 99%, que c'est Hezbollah qui est le responsable, je pense que les sanctions internationales devront être mises sur Hezbollah, donc et serrer le robinet au maximum pour essayer de l'étouffer. Déjà, aujourd'hui, Hezbollah est sous pression des sanctions américaines, de la loi de César concernant la Syrie, donc il faudra continuer beaucoup plus fort. Et attendons-nous le 18 du mois, aujourd'hui, le verdict de la Cour internationale l'assassinat de Rafik El-Hariri. Sur la Rafik El-Hariri, et là, je dirais, il y aura une série de sanctions, de punitions contre Hezbollah, qui finalement verra sa capacité, sa liberté de manœuvre très limitée ou presque impossible à bouger. Une dernière question, le peuple libanais, on a du mal
à mesurer sa résilience, sa force de résistance. On entend sa colère face au Hezbollah, mais on a le sentiment que ça va jamais beaucoup plus loin. J'en veux peut-être pour preuve, on peut vous parler de Rafik El-Hariri, son fils Saad Hariri a collaboré avec les assassins de son père. Oui, tout à fait. Le Liban est le pays de l'impossible. Les politiques libanais étaient occupés, c'est comme les brigands, les voleurs de Alibaba, à se remplir les poches et continueront à se remplir les poches si c'est possible. Ce que vous verrez bientôt, et j'en suis certain, c'est une vague d'immigration de Libanais, surtout de chrétiens et du Liban, qui vont se rejoindre leurs proches aux États-Unis, en France, en Europe, et certainement parce que le Liban, tel qu'on le voit aujourd'hui, est un pays condamné. Eh bien, ce n'est pas un pronostic particulièrement réjouissant, mais en tout cas, je pense que c'est effectivement très, très réaliste. Merci beaucoup, Jacques Néria, d'avoir commenté cette actualité au Liban et le long également de la frontière israélo-libanaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité et bonne journée. Bonne journée à vous aussi, merci.